Ensuite, on a Matthew Wade, qui est sociologue aussi. Il est chargé de cours à l'Université de Moncton et chercheur à l'Institut d'études acadiennes, où il dirige un projet de recherche sur le comté de Kent, au Nouveau-Brunswick. Ses travaux portent sur le régime linguistique au Canada, sur l'aménagement du territoire en Acadie et la construction des politiques publiques. On va y aller avec la prochaine présentation qui s'appelle donc Identité fantôme, l'impact de la structure du peuplement sur la mémoire locale et l'action collective. Alors, je te laisse la parole, Mathieu. Parfait. Ben, merci. Ça fait plaisir d'être avec vous un an plus tard que prévu, mais malheureusement, c'est toujours pas en personne. Vivement l'année prochaine qu'on pourra être en personne. Donc aujourd'hui, je vous parle d'identité fantôme en Acadie. Bon, identité fantôme, c'est pas un concept à proprement parler, c'est plus une formule évocatrice que je vais utiliser, un peu comme l'analogie d'un membre fantôme. Hein, vous savez, un membre qui aurait été amputé et dont on ressent encore des fois la douleur, on peut encore ressentir la sensation, malgré que ce membre-là ne nous permette plus, à proprement parler, d'agir. Hein, la main ne nous permet plus de prendre la tasse de thé. Et je vais vous parler donc d'identités fantômes qui sont, dans mon contexte, des identités qui sont liées au territoire, qui sont liées à un ancrage spatial des communautés et donc qui sont amputées elles aussi de leur capacité d'agir. Et donc ça va être un peu le cœur de mon propos. Ça s'inscrit dans un contexte acadien, mais je suis à peu près convaincu que ça pourrait s'inscrire dans d'autres contextes aussi. Donc, c'est une recherche que j'ai menée à titre de chercheur principal, mais avec une équipe de recherche à l'Institut d'études acadiennes à l'Université de Moncton, en partenariat avec la Commission de services régionaux de Kent, qui s'intitulait Histoire et patrimoine des communautés de Kent. Donc, c'était une commande au départ. On nous demandait donc de faire un ouvrage sur l'histoire et le patrimoine des communautés de Kent. Le comté de Kent, juste pour vous situer, parce que ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement familier, c'est un territoire dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, vous le voyez sur la carte, euh, un comté majoritairement acadien, mais donc historiquement été dominé par les anglophones, économiquement, politiquement, mais qui aujourd'hui est vraiment ancré dans la culture acadienne, qui est parmi les plus ruraux de la province, qui a historiquement été parmi les plus pauvres de la province. Attendez. Bon, je viens de recevoir une alerte d'urgence, toi aussi, Eric, du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Bon, le téléphone sonne, mais c'était juste un essai. Euh, donc, un territoire relativement rural, historiquement assez pauvre, et où les 2 tiers de la population habitent dans des territoires qui sont non incorporés, donc des DSL, comme on appelle. Ce n'est pas des municipalités, mais je vais y revenir. Donc, ça va être important pour la suite des choses. Et malgré sa périphérie, sa marginalité, c'est un territoire qui est quand même assez bien connu à l'échelle nationale. C'est le lieu de naissance de la famille Irving, donc ces milliardaires, famille de grands propriétaires d'entreprises, le lieu de naissance d'Anthony de Maillet, qui a vraiment rendu la pauvreté et la misère de ce comté-là, qui l'a fait connaître notamment à travers le personnage de la Sagouine, qui est connu pour la saga du parc Couchibougouac, l'expropriation, etc. Donc, c'était une commande, je le dis, et au départ, on se dit, bon, c'est assez simple, on va faire l'histoire et le patrimoine des communautés de Kent, mais finalement, ce n'était pas si simple que ça, parce qu'un ensemble de questions se sont posées. C'est quoi une communauté? À quelle échelle est-ce que ça se trouve? Il y en a combien des communautés dans Kent? Donc, pour commencer, on a commencé par répertorier dans les archives provinciales, puis dans les ouvrages de toponymie, l'ensemble des localités qui étaient recensées, répertoriées dans Kent. Et on a recensé 230. Pour une population d'aujourd'hui 30 000 habitants, ça fait une localité par 130 habitants. Donc, on est vraiment dans la micro-localité et ça dit quelque chose de la structure de peuplement, hein, qui est dispersée et relativement faiblement institutionnalisée. On peut identifier plusieurs échelles d'organisation du territoire dans Kent. On a 12 paroisses civiles, 22 paroisses catholiques, 220 hameaux, 6 municipalités. Donc, on a vraiment un genre de millefeuille organisationnel. Euh, Puis, pour nous démêler dans tout ça, on a fait une vingtaine de rencontres dans des communautés où 200 personnes sont venues, puis nous partageaient un peu, on voulait connaître leur histoire, leur mémoire, un peu le folklore, puis essayer de démêler un peu les frontières. C'était quoi une communauté donc, dans le comté de Kent?
Là, vous avez deux cartes à votre gauche. La carte en bas à gauche, vous avez le comté avec ses divisions de paroisses civiles. Les taches vertes que vous voyez sont les 6 municipalités, les 6 territoires incorporés. Puis les points rouges, il n'y en a pas 220, là, mais parce qu'ils ne sont pas tous présents dans les données de Open Data avec lesquelles j'ai fait cette carte-là, mais vous avez donc les localités qui ont un toponyme enregistré. Et vous voyez que la plupart des localités, en fait, sont dispersées à l'extérieur des territoires incorporés, puis ça correspond à ce que vous avez la même chose dans la carte du dessus pour le Nouveau-Brunswick. Ce qui fait qu'on a vraisemblablement des genres de frontières qui ne sont pas formelles, des frontières locales, communautaires qui ne sont pas formelles et qui sont assez floues. Donc, notre travail, ça a été d'essayer de démêler ça, puis de voir c'est quoi l'échelle d'appartenance d'une communauté. Comme je le disais, on a 230 localités pour 30 000 habitants. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, à cette structure de peuplement qui est aussi dispersée? Donc, on a commencé par essayer juste de comprendre la logique, la dynamique de population du territoire, puis à partir des données sur l'octroi des concessions, hein, la plupart des gens recevaient des terres de la couronne. euh, les dates d'octroi des concessions nous permettent de voir à quel moment est-ce qu'on a commencé à défricher puis coloniser des nouveaux territoires. Donc, on a identifié 3 grandes phases. Puis la première, celle en haut à gauche, est celle qui a donné les communautés sans doute les plus stables. L'essentiel des municipalités, des territoires incorporés se retrouve dans ces premières colonies pionnières, là, si on veut. Puis toutes les phases subséquentes vont fonctionner avec une logique d'excroissance de communautés établies, puis ensuite finalement d'autonomisation, puis de relative autonomie institutionnelle, qui va généralement passer soit par la paroisse civile, la paroisse catholique, l'apparition d'un bureau de poste et d'une école. Puis ces deux-là, le bureau de poste et l'école, vont s'avérer tout à fait déterminantes dans la définition des frontières locales. Vous voyez dans la carte en bas à gauche, les bureaux de poste en 1950. On comptait 150 bureaux de poste dans le comté, puis c'est généralement au moment d'avoir son bureau de poste que le nom d'une localité devenait officiel parce qu'on devait l'enregistrer avec le gouvernement fédéral. Et là, souvent, on va avoir des noms qui étaient plutôt informels, des fois vulgaires ou des fois, c'est ça, vraiment très informels, qui vont soudainement prendre un nom plus religieux. Sainte-Anne, Sainte-Marie, Saint-Fabien, etc. Au moment où est-ce qu'on enregistre le nom pour obtenir le bureau de poste. Donc, on avait 150 bureaux de poste, 160 écoles, et ces institutions-là vont déterminer quelque chose comme un périmètre qui vont servir à distinguer une localité d'une autre. Ça va donner aussi tout un réseau routier qui est quand même assez vaste. On a par exemple 7 fois plus de kilomètres de route par habitant dans le comté de Kent que dans la région de Moncton, parce qu'on avait cette population complètement dispersée-là, et ça va avoir un impact, ça aussi, sur la morphologie des localités. Donc, vous voyez, par exemple, Saint-Paul, qui est un exemple de colonie de deuxième, troisième phase, qui correspond essentiellement aux routes. Hein. Il n'y a pas de centre apparent, mais ce qu'on voit en regardant la forme du chapelet de village qui compose Saint-Paul, c'est le réseau routier. Cette structure de peuplement-là, je n'aurai pas le temps de m'attarder sur tout ce qui en est la cause. Là. Il y a des facteurs légaux, politiques, économiques. Mais comme au Canada français, la colonisation, l'expansion territoriale, ça a été un projet national pendant la seconde moitié du 19e siècle. Donc, vous avez une citation de Marcel François Richard, qui a été vraiment un grand pionnier du nationalisme, puis aussi de la colonisation, puis qui dit nous avons imprimé avec nos sueurs le souvenir ineffaçable de notre génie colonisateur et on doit s'emparer de tous ces territoires encore inoccupés. En l'absence d'un État propre, au moins on va créer une frontière infra-étatique, une continuité de localité acadienne, puis voilà ce qu'il nous faut faire. Mais avant d'être inscrite dans un projet nationaliste, au sortir de la déportation, le peuplement acadien va se faire sur une base familiale. On va avoir des demandes groupées, donc des alliances de familles qui vont se faire. Puis, entre, par exemple, Memramcook et Bouctouche et Cocagne, il va y avoir des types d'alliances. Puis, on peut voir comme ça ces réseaux familiaux-là qui vont coloniser puis peupler des territoires. Si bien que, en 1820, donc on est vraiment avant le nationalisme acadien, Antoine Gagnon, qui a été prêtre à Richibouctou et ensuite à Grand-Digue, donc vraiment le prêtre du comté de Kent à l'époque, il dit « chaque village particulier a été peuplé dans le principe par des familles parentes entre elles ou qui sont devenues ensuite
si bien que chaque village est séparé de tant de manières, plus d'intérêt encore que de distance. On va avoir des frontières familiales qui vont servir à délimiter puis à distinguer des localités. Donc, on a vraiment des frontières infranationales qui vont se superposer à des frontières comme ça institutionnelles, et ça fait un genre de millefeuille. Mais ce qu'on voit, c'est que dans le discours nationaliste, et ce qui va vraiment prendre le dessus à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, c'est que la dispersion puis la création de localités devient une fin en soi. C'est ça le génie acadien finalement. On va s'emparer des territoires, peu importe quasiment la forme qu'on leur donne, du moins qu'on s'en empare. Et ça va être présenté dans une longue historiographie qui va vraiment viser à tracer la mémoire de ces lieux-là. Donc, toutes les municipalités, les localités vont être inscrites dans la mémoire grâce à leur toponyme, mais aussi grâce à de l'écrit, à des monographies paroissiales d'histoire locale. Un peu comme au Québec, il y a une longue tradition d'histoire paroissiale au Québec. André Fortier, dont je vais parler un peu plus tard, en a parlé. Au Québec, par contre, il y a eu un vaste chantier d'histoire régionale qui a servi à mettre tout ça dans un contexte plus large, et c'est ce qui fait un peu défaut en, en Acadie. En Acadie, si on regarde comment est-ce que le territoire est généralement présenté, c'est soit on parle de la nation, sinon on peut avoir des ouvrages qui vont faire de l'histoire provinciale. Donc, les Acadiens de l'île, les Acadiens du Nouveau-Brunswick, les Acadiens de la Nouvelle-Écosse. Certains textes vont porter sur les régions. Par exemple, les premiers textes de Joseph-Yvon Thériault, où est-ce qu'il lie le nationalisme, le mouvement coopératif à une structure économique liée à la pêche dans la péninsule acadienne. Donc, vraiment une région qui aurait eu une économie propre, qui va donner des institutions propres. Patrick Clark va avoir aussi un texte sur région et régionalisme, mais c'est vraiment quelque chose qui est encore très périphérique, très à la marge. On a l'Institut canadien de recherche sur le développement régional, aujourd'hui l'Institut Donald-Savoie, qui va produire des études sur l'économie des régions, mais là, on s'intéresse plutôt à la structure de l'emploi puis démographique plutôt qu'à vraiment l'histoire des communautés. Ce qui domine dans la littérature, puis je ne parle pas seulement de la littérature savante, donc parce qu'on s'intéressait au patrimoine puis à la mémoire, puis ça, ce n'est pas seulement fait par des universitaires, c'est aussi fait par la communauté. On a recensé donc 23 monographies qui portent sur des lieux différents dans Kent. Donc ça, c'est des ouvrages à proprement parler, et ça, c'est sans compter tous les articles dans les revues, dans les cahiers de la Société historique acadienne. Il y a une Société d'historique à Grand-Digue, il y en a une à Cocagne, il y en a une à... Donc, il y en a un ensemble de sociétés historiques comme ça qui vont produire de l'histoire locale, voire micro-locale. Et on pourrait vraiment considérer ces monographies-là comme un genre littéraire national. Parce que toutes ces monographies-là, elles obéissent à des règles communes, elles suivent une trame, puis elles sont réellement une manifestation du nationalisme du 19e siècle. Je vais passer un peu vite, là, mais donc, André Fortier, elle nous dit, bon, les textes tendent à être structurés de la même façon. Elle nous parle du Québec, mais ça s'applique tout à fait pour l'Acadie. Pour présenter une paroisse, on trace la genèse, ce qui comprend souvent des indications toponymiques, quelques faits marquants de son histoire, de son économie, de sa situation géographique. Ensuite, on insiste sur les églises, puis ça se termine par des listes de prêtres, de curés ou de desservants de la paroisse depuis sa fondation. Et vous avez à droite, c'est la table des matières de l'histoire de Sainte-Anne-de-Kent. Si vous allez à Sainte-Anne-de-Kent, aujourd'hui, vous trouverez essentiellement un carrefour où il y a un hôpital, parce que c'était très central pour le comté, mais ça, proprement parlé, plus réellement une communauté. Mais il y a quand même sa monographie comme ça, qui va souvent tendre à surestimer, si on veut, la singularité de chacun des lieux. On peut avoir, pour des espaces qui vont être à quelques kilomètres l'un de l'autre, les deux monographies vont nous parler des vêtements, de l'habitation, de la santé, comme si c'était différent d'une localité à l'autre. Mais donc, on voit vraiment qu'on obéit simplement à une trame, c'est un genre, puis c'est un passage obligé dans ce genre-là que d'avoir toutes ces indications-là qui vont vraiment miser sur le caractère individuel ou exceptionnel des localités. Et donc, toutes ces localités-là, elles se sont appuyées, je l'ai dit, sur tout un maillage institutionnel qui faisait sens à un moment donné, puis qui servait vraiment de socle pour les communautés. 150 bureaux de poste, 160 écoles, 22 paroisses catholiques, 19 sociétés d'agriculture, 18 caisses populaires.
C'était aussi, pour reprendre ce que Antoine Gagnon disait des familles, la localité servait à tisser des liens filiaux, matrimoniaux. Donc, vous avez, avant les années 50, à peu près 90% des mariages, ça ne compte pas les gens qui vont quitter le territoire, mais les gens qui restent, dans 90% des cas, on marie quelqu'un de la paroisse ou de la paroisse immédiatement voisine. Donc, on voit que les frontières, en fait, elles sont vécues, elles sont réelles. Et soudainement, entre les années 50 et 70, tout ça va complètement s'effondrer. Les bureaux de poste, on en ferme 100 simplement dans les années 50. On va perdre la moitié des terres agricoles, les 2 tiers de la superficie des terres cultivées dans l'espace d'une décennie. Euh, on va passer de 160 écoles à 14 écoles pour une population qui demeure stable. Et donc, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas un exode massif, c'est simplement la transformation radicale du fondement même de ce qui avait été la communauté depuis 2 siècles. Alors là, ce qu'on est en train de voir, puis on est encore dans la continuité de ça aujourd'hui, de l'effondrement du socle institutionnel qui permettait à des communautés de se distinguer les unes des autres. Et ce qu'on a aujourd'hui, donc, c'est un patrimoine, un héritage, un legs historique qui est encore marqué dans la toponymie, puis par toute l'histoire locale, euh, par la mémoire, qui est encore des lieux d'appartenance. Donc, si vous regardez, par exemple, Cocagne, population de 2500 habitants aujourd'hui, et où on recense 13 différentes localités. Ça change un peu. Cocagne est maintenant devenu un territoire incorporé, donc là, ça change un peu la dynamique maintenant qu'on a des conseillers municipaux puis des quartiers qui vont obéir à d'autres règles. Mais vous voyez qu'on a un territoire qui est très dispersé comme ça et qui a laissé sa trace, sa marque sur les formes d'appartenance. Et ça a eu un sens à un moment donné, ça s'est inscrit dans un projet national, dans des dynamiques familiales qui ne sont plus l'une et l'autre, les dynamiques familiales puis le discours national ne correspondent plus à ce format-là. Donc, ce que notre étude nous a démontré, c'est qu'il y avait réellement un patrimoine matériel, physique, territorial des communautés acadiennes qui servait d'ancrage mémoriel, mais que ce qui nous manquait, c'était une compréhension de comment est-ce que ces localités-là, pour toute la mémoire qu'elles peuvent conserver, ont profondément changé. Donc là, ici, vous avez, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais c'est tous les toponymes. Ce que notre étude sur l'histoire puis le patrimoine nous a démontré, c'est la persistance des identités disparues. Et j'ai presque fini. Les 200 personnes qui sont venues nous parler, en fait, elles ressentaient, puis si elles sont venues, c'est parce qu'elles ne voulaient pas perdre cette mémoire-là. Elles tenaient à ce que des gens les enregistrent, elles voulaient en parler, et ça dit peut-être quelque chose de la démographie du comté aussi. Hein. C'est un des comtés les plus vieux. Donc, pour les gens, c'est encore une mémoire vivante, et ces gens-là avaient peur que, quand cette génération-là sera partie, que la mémoire disparaisse avec eux, que tout ce qui reste, ce soit la liste des toponymes et que personne ne se souvienne d'où ça vient et pourquoi c'est là. Eux, ils voyaient des frontières où nous, on n'en voyait pas les chercheurs qui allaient les interroger. Mais le grand défi pour l'Acadie au 21e siècle, ça va être, je pense, de réinventer son ancrage territorial, son ancrage institutionnel, de repenser à ses capacités d'agir. Et les communautés, les localités, étant donné l'absence d'État, sont les piliers incontournables de cette réflexion-là. Ce n'est pas pour rien que la pleine municipalisation du territoire, c'est la grande priorité de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Mais la notion d'identité fantôme, ce qu'elle cherche à mettre en évidence, c'est une certaine impuissance actuelle, d'identifier ce qui a permis à une communauté de se distinguer, de devenir quelque chose, de devenir un espace mémoriel. Et qu'est-ce qui se passe une fois que le sol tombe sous nos pieds, se perd sous nos pieds? Donc, pensez le territoire comme un patrimoine. Hein, avec une forme, avec cette toponymie-là. Penser le territoire comme un patrimoine, c'est permettre d'inscrire notre réflexion sur l'inscription territoriale de l'Acadie dans la durée, de comprendre les forces qui ont façonné le passé, puis de prendre connaissance et conscience des diverses manières dont ce passé-là, il donne à son tour peut-être forme à notre présent et qui sait à notre futur. Mais donc, voilà ce qui, au terme de ceci, ce que j'aimerais lancer comme appel, c'est de peut-être faire quelque chose comme on a fait au Québec, de lancer un vaste chantier d'histoire régionale
pour inscrire ces mémoires-là dans un contexte plus large, puis de voir, bon, ben, qu'est-ce qui en reste, puis de poursuivre le travail mémoriel qui ne soit pas simplement une répétition du même, mais réellement une mémoire vivante qui sait s'adapter au concept, au contexte qui évolue. Merci. Merci Mathieu, c'est très intéressant. La méthodologie aussi que tu as suivie pour aller chercher toutes ces données-là. Ben, ma question était pour Mathieu, en fait, Mathieu Wade, plutôt, je trouve ça tout à fait intéressant, votre approche du territoire comme mémoire, en fait, et je pense que c'est vraiment intéressant. Est-ce que le rapport de votre recherche est publié? Est-ce que c'est quelque chose qui est disponible? C'était une commande qui est appuyée par le gouvernement provincial. Ça va paraître en français et en anglais en même temps, donc c'est en traduction tout de suite. Mais là, on essaie de voir avec Septentrion s'ils veulent bien, sauf que COVID oblige, s'ils reçoivent le tapuscrit finalisé en juin de cette année, ils nous ont dit peut-être en 2023, on pourrait le faire paraître. Okay. Donc, ça risque de prendre un bout, mais il va quand même avoir un exercice de dissémination des résultats qui ne seront pas sous la forme de l'ouvrage comme tel, mais de résultats plus ponctuels pour la communauté scientifique. Parce que l'ouvrage était quand même aussi un ouvrage mi-grand public et on essaie d'apporter quelque chose de neuf, mais c'est aussi quelque chose qui était pour la communauté. Donc, on voulait mettre aussi en évidence tout ce que les gens nous avaient rapporté, puis leur offrir aussi quelque chose en retour. Donc, oui, ça va être publié, mais je ne sais pas encore exactement quand.